Maintenant, quel bien je dois choisir? Quel bien je dois choisir? C'est très simple. Alors, il y a quatre paramètres. Alors, trois ou quatre? Quatre. Quatre paramètres. Donc ici, il y a une erreur. Notre ami, quatre paramètres à évaluer pour connaître quel type de bien je dois choisir. Good. Quatre critères, ils sont là. Donc, est-ce que j'achète, Dany, un appartement, une maison, un bureau, un immeuble, un terrain, un commerce, une usine, un garage, un entrepôt? Il y a tellement de choix dans l'immobilier, je ne sais pas quoi acheter. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis, écoute, tant que tu ne déroges pas à la règle ultime, tu achètes ce que tu veux. Ah ouais? Donc, en fait, je peux acheter un terrain. Je dis, bah, le terrain que tu vas acheter, il est construit. Non, non, c'est un terrain libre. Et je dis, bah, est-ce qu'il te rapporte des revenus passifs ou il te coûte de l'argent? Il m'a dit, j'ai eu une idée de le diviser en plusieurs morceaux, agriculture, et les gens viennent, peuvent faire leur propre agriculture bio. Et j'ai distribué l'eau pour chaque parcelle, il y a un compteur de passage, comme ça chacun paye son truc. Excellente idée, tu vas le louer ou tu vas le louer pour des panneaux publicitaires et tout, et ainsi de suite. Donc si ça te rapporte de l'argent, c'est un actif, donc go pour le terrain. Maintenant, je vais vous donner les quatre critères comment je choisis. Idéalement, quand vous commencez, idéalement, on veut. La première, c'est la gestion du risque, que j'aime bien. C'est que si vous achetez un studio, si le studio il est loué, vous avez 100% de loyer. S'il n'est pas loué et vous êtes à l'étranger pendant 2, 3 mois, bah, vous avez 0% de loyer. Donc, par contre, si vous avez un appartement, 2 chambres, si les 2 chambres, vous les louez en colocation, sont louées, vous avez 100% de loyer. S'il y a une chambre qui est louée, vous avez 50% de loyer. Si vous avez aucune de chambre, donc il n'y a plus on-off. Ici, c'est vraiment dualité, on-off. Ici, bah, il y a du gris au milieu. Si je perds un locataire, il me reste quand même 50% de loyer. Si j'ai un immeuble avec 3 appartements, bah, si tout est loué, c'est 100. S'il y a une qui n'est pas louée, bah, j'ai 67% quand même du loyer. S'il y a deux qui ne sont pas louées, bah, j'ai quand même une de louée de 33% qui rentre. C'est vraiment rare que les trois partent en même temps tout d'un coup. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu la notion du risque. Il est préférable d'avoir plus de locataires pour réduire le risque. Donc, je préfère toujours avoir multiples unités. Ne pas acheter un studio ou une chambre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est pour la gestion du risque. Ensuite, sur la partie copropriété, idéalement sans copropriété. Pourquoi? Parce que les frais de copropriété, ça se rajoute et ça plombe votre cash flow. Et deuxièmement, souvent, les copropriétaires peuvent faire des assemblées générales et voter des choses qui ne sont pas dans votre faveur. Interdiction de louer en location courte durée, par exemple, et vous avez envie de louer. OK? Donc, idéalement, sans copropriété. Maintenant, il y a des gens dans le club, leur courbe d'accumulation n'est pas une baleine, c'est une dorade, c'est un thon, c'est pas une baleine. Donc, OK, si tu as une courbe d'accumulation de dorade, une petite courbe, tu as fait 25 000, 30 000 à la fin, 20 000 à la fin de l'année d'accumulation, ben, allez, tu peux y aller quand même acheter un bien dans une petite copropriété, par exemple. Et souvent, ils achètent les duplex, les triplex à la fin, les 3 derniers étages, dans une copropriété de 3 appartements. Comme ça, les autres, peut-être, ils se connaissent et ils vont pas un peu faire des votes pour interdire la location courte durée ou colocation ou ainsi de suite. Donc, si tu n'as pas vraiment une belle accumulation, tu peux te permettre d'aller, mais dans des petites copropriétés où il n'y a pas beaucoup de frais. Et souvent, quand tu achètes dans une copropriété, demande les 3 PV, les 2 ou 3 derniers PV d'Assemblée générale pour savoir s'il y a quelque chose qui se prépare dans 2 ans pour faire une toiture. Vous comprenez? Donc, bien. Troisièmement, idéalement des biens d'habitation. Idéalement des biens d'habitation. Pourquoi? Parce que si vous revenez un peu sur appartements, maisons, bureaux, immeubles, terrains, tout ça, bah, les garages, bah, il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'un garage. Les usines, c'est pas tout le monde. Les commerces, c'est pas facile à louer. Les entrepôts, c'est demandé, mais pas facile à louer. Parfois, il va y avoir du vide locatif. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui touche le logement. La base de la pyramide de Maslow. La base de la pyramide de Maslow, c'est tout le monde a besoin de logement. Vous n'allez pas chômer. Donc, quel bien je dois choisir?
idéalement sans copropriété, idéalement pour commencer du logement, idéalement multiples unités au lieu d'une seule unité. Et quatrièmement, quel bien je dois choisir, Dani? Mais ça dépend de votre accumulation, ça dépend si vous avez d'autres biens en garantie ou pas. Donc ça aussi joue. Si vous n'arrivez pas à accumuler, ben, je ne peux pas vous dire acheter un immeuble. Ou vous sortez vraiment de Bruxelles, vous allez peut-être dans des régions un peu Verviers ou autres pour acheter des immeubles ou des maisons qui ne coûtent pas trop cher, quoi. Mais, mais vous êtes d'accord, pour vraiment quel bien je dois choisir, ça dépend également de votre accumulation. Et l'accumulation, ça veut dire votre capacité d'emprunt et votre accumulation. Donc en vrai, je vais vous donner un peu les règles générales, ce qui se passe en Belgique et en France. Les règles générales. Donc les règles générales, maintenant, ils disent, vous payez les frais de notaire, 15%. D'ailleurs, chez nous, les frais de notaire sont 15%. Vous mettez 10% d'apport et la banque vous finance pour votre résidence principale les 90%. En société, vous devez mettre 15% des frais de notaire, 20% d'apport, donc ça fait 35% d'apport. Ici, c'est 25% d'apport et la banque vous finance 80%. D'ailleurs, pourquoi en société, les banques vous demandent de mettre plus d'apport? Parce que ici, en personne physique, votre responsabilité est illimitée. Ça veut dire, si un jour vous ne payez pas, on peut venir saisir votre salaire, saisir votre bien, saisir votre mobilier. Ici, la responsabilité est limitée. S'il y a quelque chose qui capote, ils vendent le bien de la société et c'est tout, quoi. Donc, ils ne peuvent pas venir vous chercher, vu que vous ne portez pas caution personnelle en garantie personnelle. Ben, c'est pour ça qu'ils vous demandent de mettre un apport un peu plus élevé. Et souvent, les sociétés, vous accumulez beaucoup plus facilement que salariés en personne physique. Alors, en France, la règle générale dit, vous mettez 10% d'apport, avec, inclus les frais de notaire, ou non, 10% truc, on vous finance quand même les 100%. Ça, c'est un peu les règles générales. Maintenant, on peut toujours déroger à ces règles. Comment? Vous pouvez toujours avoir des financements à 115%. Ça veut dire vous ne mettez rien de votre poche. Vous ne mettez rien de votre poche. Donc, en privé, vous pouvez avoir des financements à 115%, mais il y a des conditions. Donc, la condition de bien doit être vendu à... Là, je parle des gens qui sont qui n'ont pas d'autres biens en garantie, c'est leur premier achat. Ben, le bien doit être en dessous de 300 000. Il faut avoir un haut salaire ou être en couple, acheter deux fois. Donc, haut salaire, c'est aux alentours de 5 000 bruts. On commence à être en haut salaire. Ou à deux, hommes et femmes, pour 7 000 euros de salaire, par exemple. Et le bien doit être expertisé. Bon, j'exagère un peu ici, mais il faut être expertisé 330, 340 000. Donc, plus cher que ce que vous l'achetez. Si vous avez ça, ben, vous pouvez déroger à la règle et c'est vraiment rare. Vous pouvez avoir des 115%. Maintenant, si vous avez d'autres biens en garantie, c'est facile d'avoir des 115%. Mais si c'est votre premier bien, voici un peu les règles. OK? Donc, les règles disent avec des conditions étoiles. C'est quoi? Donc, la Banque nationale de Belgique, elle dit seulement les banques peuvent déroger à cette règle pour 5% de leurs clients. Ça veut dire sur 100 clients qu'elle a, seulement 5, elle peut leur accorder 115%. Donc, si parfois vous allez voir le banquier et te disent, ah non, 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 nous, on ne finance pas 115%, probablement, il a déjà donné ça à quelqu'un d'autre et il ne peut plus déroger. Il peut le faire qu'à 5% de ses clients. Vous pouvez aller à 100%, à 30% de ses clients. 30 clients sur 100 peuvent avoir 100%, ça veut dire que vous mettez que les frais de notaire. Ça, c'est aussi une dérogation. Vous ne mettez pas l'apport. Vous avez 100% de financement. OK? Ça, c'est les dérogations. Alors, l'astuce 1 ici, en société, vraiment, j'ai vu une seule personne dans le club qui a réussi à avoir 100% de financement sans mettre même les 15% de frais de notaire, mais il a d'autres biens qui sont largement amortis dans sa société. Mais le premier achat, j'ai jamais vu quelqu'un qui a eu 115% ou 100%. Il faut toujours mettre un petit apport en société. Deuxième astuce pour déroger à la règle et mettre moins d'apport, ben vous pouvez apporter l'argent avec l'argent des autres. Ça veut dire les 10% ou les 15%.
Vous faites des crédits entre amis. Donc, vous faites une convention de prêt. Dany prête à Georges 20 000 euros et Georges doit lui rembourser ça dans 5 ans à 25 000 euros. Je fais une convention, je lui verse les 20 000, et bien Georges, il a 20 000 sur ses comptes. Il va voir les banquiers. Ils ne vont pas lui demander, ça ne va pas se voir qu'il a des crédits ailleurs, parce que c'est une convention entre lui et moi. Et donc, la banque va croire que sur ses comptes, il a 20 000, et ils vont lui dire, OK, nous, on te prête les 80 000 restants, ben, il achète le reste. Alors, les crédits de consommation et les cartes de crédit, bah, le conjoint peut faire un crédit consommation et le prêter, à la personne, ou peut retirer de l'argent de la carte de crédit, mais ça, on le fait moins. Ou les parents ou les proches qui vous prêtent de l'argent. OK? Donc, en fait, en vrai, l'argent n'est jamais un souci. L'argent n'est jamais un souci. Quand vous allez atteindre l'indépendance financière et vous suivez ça, vous allez comprendre que l'argent n'est jamais un souci. On achète des biens immobiliers sans avoir un euro. OK? J'ai acheté mon bateau sans avoir un euro. J'achète des biens parfois sans avoir même un euro de ma poche. On peut avoir toujours des solutions pour financer la partie hors banque. OK? Troisième solution, c'est ce qu'on appelle le nantissement. Le nantissement, imaginons qu'on achète un bien à 100 000 euros et vous devez payer 15 000 euros de frais de notaire. Au lieu de mettre 15 000 euros d'apport, vous pouvez nantir 15 000 sur un compte bancaire et emprunter 115 000. Donc, c'est-à-dire à bloquer 700 pendant, exemple, 3 ans, le temps de... Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Un nantissement, c'est important de comprendre ça. Ça marche aussi en France. Okay? On a des biens en Normandie, en France. C'est comme ça qu'on a fait avec du nantissement. N'écrivez rien sur le tableau, s'il vous plaît. Non, c'est bizarre. OK. Euh, donc, ce qui se passe souvent, c'est que vous mettez 15 000 euros d'apport et vous avez un financement de 100 000. Ces 100 000, par exemple, je ne sais pas, sur 25 ans, X, X% d'intérêt, ben peut-être vous allez payer, je ne sais pas, je dis de bêtises, mais 400 euros par mois, tu vois, à peu près. Donc ça, c'est vos mensualités de crédit. Là, vous avez mis un apport, en fait. Vous ne pouvez jamais récupérer votre apport tant que vous n'avez pas vendu le bien immobilier. OK? Le nantissement, c'est différent. Au lieu de financer 100 000, vous allez demander de financer 115%. Donc 115 000, la banque va vous financer pareil sur 25 ans. Ben, peut-être vous allez payer 430 euros par mois. Donc c'est que 30 euros de différence par rapport à ça. Et les 15 000, vous allez faire un nantissement. Ça veut dire que vous n'allez pas les mettre comme apport. C'est la banque qui vous a financé les frais de notaire aussi. Donc ça, vous mettez ça en nantissement, ça veut dire que vous bloquez ça sur un compte bancaire et vous attendez. Au bout d'un an, vous allez rembourser peut-être 7 000 euros ou 5 000 euros de capital. La deuxième année, vous allez rembourser encore 5 000 euros de capital. La troisième année, vous allez rembourser encore 5 000 euros de capital. Après 3 ans, vous avez remboursé 15 000 euros de capital. Vous pouvez aller voir le banquier et lui dire, Monsieur le banquier, libère-moi ces 15 000 et vous les mettez ailleurs pour acheter d'autres biens, quoi. Parce que là, j'ai déjà remboursé 15 000 euros en capital. Donc, quand vous faites un nantissement, faites attention de demander que ça soit limité dans le temps jusqu'à ce que vous remboursez autant en capital, 2, 3, 4 ans. Et ce qui est beau, la différence entre le nantissement et l'apport, c'est que l'apport, ça y est, c'est terminé, vous l'avez mis, vous ne pouvez pas le récupérer. Ici, certes, la mensualité de crédit est légèrement supérieure à celle-là, mais vu que c'est sur 25 ans lycée, c'est pas non plus énorme. Et ces 15 000, vous pouvez les récupérer rapidement après pour pouvoir les investir dans d'autres biens. OK? Super astuce. Bravo. Quel beau gosse celui-ci. Bon, vous voyez, donc, quel bien je dois choisir, guys? Voilà, ça, c'est les règles générales en société, en personne physique et comment on déroge, comment on peut faire des financements.
nantissement. J'explique un peu tout ça. Vous pouvez un peu les regarder. Vous pouvez aussi avoir du crowdlending, crowdfunding, des choses comme ça. OK? Apport, family, friends and fools. Donc, tout ça, c'est pour vous dire un peu quel bien d'année je dois choisir. Ben, vous pouvez choisir ce que vous voulez tant que vous ne dérangez pas à la règle ultime. Mais idéalement, achetez des biens de logement, pas de copropriété, multiples unités et en fonction de vos capacités d'emprunt. Mais ne vous attardez pas trop à votre capacité d'emprunt parce que même si vous avez fait une courbe de baleine de dorade, elle n'est pas baleine mais dorade, une courbe d'accumulation de dorade ou thon, vous pouvez toujours emprunter un petit 20 000 de plus de vos amis pour aller acheter des biens plus. Et en fait, je vais vous raconter une histoire là qui me vient à l'esprit. J'ai invité des amis multimillionnaires sur le bateau et on était en train de fumer un cigare ensemble devant les plus belles îles de la France. Et j'étais en train de leur raconter comment j'organise des séminaires et comment tous les ans aussi je fais la baleine et que quelqu'un a découvert la baleine et c'est magnifique, je vais copyrighter ça, je vais écrire un livre là-dessus. Ils m'ont dit, bah, c'est excellent, Dani. Franchement, c'est inspirant tout ce que tu fais. Donc toi, tu nous as dit, tu accumules, tu accumules, tu accumules, mais à partir de quand tu commences à chercher un bien? Je dis, bah, je regarde ma courbe d'accumulation tous les mois. À partir du sixième mois, je regarde, par exemple, j'ai 100 000 déjà accumulés les 6 premiers mois, ben, je sais qu'à peu près, je vais avoir 200 000 euros à la fin de l'année, quoi. Ça peut être moins, ça peut être plus, tu vois. Les 6 premiers mois, je regarde combien j'ai accumulé dans mon entreprise ou en privé. Si j'ai accumulé 100 000, ben, je sais qu'à peu près dans les 6 prochains mois, je vais accumuler un autre 100 000, plus ou moins, ou plus ou moins. Et donc, je leur ai dit, c'est à partir du sixième mois, je commence à aller chercher des biens immobiliers. Et ça me laisse 6 mois pour faire la baleine. Donc, je dois chercher le bien, faire l'offre rapidement, le compromis, pour que dans les 4 mois, 6 mois, je signe l'acte avant la fin d'année fiscale. Comme ça, je fais la baleine. Il me dit, donc, en fait, tu te bases sur ta courbe d'accumulation. Donc, en fonction de ta courbe d'accumulation, et tu vas chercher un bien immobilier. Je dis, ben oui. Il m'a dit, mais ça, c'est les pauvres qui pensent comme ça. Et là, mon ego a été touché. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? J'étais intrigué et en même temps gêné, quoi. Comment ça, les pauvres? Et il m'a dit, tu regardes ta courbe d'accumulation et en fonction de ton accumulation, tu investis dans des biens immobiliers. Je dis, bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Il me dit, mais toi-même, tu nous as dit maintenant tout à l'heure que dans la loi d'attraction, le comment viendra après. Je dis, oui, quel est le rapport? Ça, c'est dans les actions. Il me dit, il n'y a pas que dans les actions. Il me dit, nous, on va visiter des biens, on trouve la bonne affaire, on n'a pas l'argent, et quand on veut acheter ce bien-là, l'argent viendra après. Et là, j'ai pris une grosse claque. Je dis, wow! En fait, c'est moi qui me limitais dans ma tête. Je faisais des investissements, je limitais sur ImoWeb à 1 million ou parfois 2 millions les immeubles. Et maintenant, j'ai dit, fuck, je mets minimum 1 million, je suis revenu, j'ai mis minimum 1 million, illimité en plus. Et là, j'ai commencé à visiter des biens à droite à gauche. Et tout d'un coup, je vois un truc à 4 millions 9, un excellent complexe bureau, entrepôt. C'est les bureaux de Veolia à Bruxelles, en fait, à Anderlecht, au niveau des quais. Et donc, j'ai dit, bah, je cherche le headquarter pour demain. Bah, peut-être ça pourrait être, il y a des bureaux que je peux louer, des petites parties bureaux. C'est 5000 mètres carrés habitables sur 5000 mètres carrés de terrain. C'est énorme. En plus, il y a énorme salle de séminaire. Il y a plein de places de parking intérieur, extérieur. Comme ça, les gens, si j'organise des séminaires, ils peuvent venir facilement se garer. Et je dis, allez, go, je visite. Et là, vraiment, ça remplissait pas mal de critères pour le siège social de demain. Et j'ai fait une offre 3 millions 9, 1 million de moins. J'ai dit, ils vont jamais me répondre. Et puis il m'appelle, il me dit, ah, vous avez été court-circuité, on veut vous voir une deuxième fois, vous êtes deux ou trois, et vous avez été court-circuité, votre offre nous intéresse, on a vérifié la santé de votre entreprise et tout. Donc je suis allé en mode, d'un côté je suis content, j'ai négocié 1 million, d'un côté j'espère qu'il ne va pas accepter. Et puis ils me disent, écoutez, voilà, il y a le bâtiment à l'arrière, mais il y a une partie de notre équipe qui va quand même l'occuper. Et donc, on va vous payer un loyer. Est-ce que ça vous convient ou on cherche quelqu'un qui est flexible, qui nous laisse quand même la partie arrière? Nous, on va juste déménager toute la partie avant.
Je dis, mais non, ça tombe du ciel, ça m'intéresse des loyers qui tombent. Un bail de combien? Il m'a dit, bail autant que tu veux, 9, 10 ans. Je dis, mais c'est parfait tout ça. Et du coup, je parle, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ben, je leur ai expliqué un peu mon projet. Ils m'ont dit, OK, très bien, on vous revient. Et je sors, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. On était trois dans l'attente. On dirait un entretien d'embauche. Et puis ensuite, ils m'envoient une contre-offre à 3,9 millions, OK, mais en tenant compte qu'ils vont louer l'arrière et tout. D'un côté, j'étais content, d'un autre côté, où est-ce que je vais ramener maintenant les 2 millions et tout ça? Je dis, mes potes, les enfoirés, ils m'ont mis dans une situation improbable. Et du coup, finalement, j'ai dû racheter l'entreprise en même temps. En fait, j'avais une entreprise à racheter, celle qui était à WAF, je vous ai dit, à 6,5 millions, ou celle-là, je préférais acheter plutôt l'entreprise. Je me suis dit, puis, si c'est pas encore vendu il y a un an, je reviendrai et j'achèterai les trucs. Mais pour vous dire, en fait, on met des limites dans notre tête, quoi. Genre, c'est pas basé sur notre accumulation. C'est vrai que je vous dis ici, c'est basé sur votre capacité d'emprunt. Mais en fait, si vous êtes débutant, quoi, donc vous devez penser comme ça. Mais quand vous allez faire la baleine plusieurs fois, à un moment donné, l'argent n'est jamais un souci, guys. Vous comprenez? Et vous allez voir, l'argent entre nous dans le club, c'est jamais un souci. Je veux acheter une entreprise. Combien il te faut? On est 10. Chacun 10 000, go, chacun 10 000. Tu nous les rends 12 000 3 mois plus tard. Quelqu'un qui veut acheter une entreprise, il me faut 100 000. Je dis, voici 100 000. Il remonte les dividendes le lendemain, il me donne 110 000. Je montre au comptable, je dis les 10 000, tu les comptes comme les intérêts gagnés, chiffre d'affaires dans la société. Il m'a dit, en un mois, en 2 semaines, tu as fait 10 000, 10%. C'est un taux usurpateur. Je ne sais plus comment il a appelé mon comptable. Je dis, non, 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 non. Le gars, il a acheté une boîte à 1,5 million. C'est rien, 10 000. Voilà. Donc, mais du coup, l'argent n'est jamais un souci, guys. Vous avez tout, en fait. Vous devez juste être éduqué financièrement, être entouré par des gens qui vous encouragent, des gens qui croient en vous, et l'argent n'est jamais un souci. Donc, quel bien je dois choisir? Idéalement, des immeubles ou si on n'a pas les moyens, des petites maisons sans copropriété. Toujours penser à la gestion du risque, à la capacité d'emprunt et idéalement sans copropriété. OK? Donc, est-ce que vous préférez choisir un studio ou un appartement de chambre pour la gestion du risque? Deux chambres. Appartement de chambre ou quatre chambres? Évidemment, quatre chambres. Parce que s'il y en a un qui part, au moins j'ai 75% de loyer. Ici, s'il y en a un qui part, j'ai 50% de loyer. Appartement quatre chambres ou maison unifamiliale cinq chambres? Cinq chambres. Maison unifamiliale cinq chambres ou même six appartements? Six. Cinq chambres ou 12 bureaux? 12 en termes de gestion de risque.